Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Clap de fin pour l'exposition universelle à Dubaï. L'événement s'est clôturé aujourd'hui aux Émirats. Nous dresserons le bilan avec le commissaire général du pavillon Monaco, Albert Croesi. Traiter, corriger, rajeunir notre apparence, nous nous intéresserons ce soir au congrès médecine esthétique et anti-âge qui se déroule en ce moment même à Monaco. Un rendez-vous qui fête cette année ses 20 ans. Nous aborderons justement les avancées dans le domaine avec le docteur Enrica Segon-Roméo. Nous reviendrons également sur les championnats de France et de Monaco de ski à Oron avec la participation du skieur monégasque Arnaud Alessandria. Et puis ce sont des gestes essentiels qui peuvent sauver une vie, des gestes que l'on peut apprendre lors d'une simple formation gratuite par l'intermédiaire de la Croix-Rouge monégasque. Cela sera l'objet de notre Focus Info ce soir, à retrouver en fin de JT. C'était le 1er octobre 2021, l'exposition universelle de Dubaï était inaugurée officiellement après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire. Le premier événement du genre au Moyen-Orient s'est achevé aujourd'hui. Il aura réuni 192 pays sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». 6 mois après l'ouverture, il est l'heure de dresser le bilan avec le commissaire général du pavillon Monaco. Bonsoir Albert Croesi. Bonjour. Vous avez dépassé le million de visiteurs cette semaine, c'était un objectif que vous étiez fixé. C'était un souhait bien évidemment, et l'objectif c'était de se maintenir dans les 4,5%, 5% du visitorat total de l'expo, et cet objectif a été atteint. Donc nous sommes pleinement satisfaits du visitorat du grand public au pavillon de Monaco. Combien de visiteurs par jour viennent découvrir le pavillon de Monaco ? Bien, si on l'étale sur les 6 mois, sur les 182 jours d'exploitation, ça ramène à une moyenne de 5600 visiteurs jour. En ce moment, nous tournions les derniers jours à 15-18 000 personnes par jour. Donc voilà, mais la moyenne est de 5650 visiteurs par jour. Et qu'est-ce qui a le plus marqué les visiteurs? Quels sont les retours que vous avez eus sur place, Albert? Ce qui a le plus marqué les visiteurs, c'est en arrivant dans le pavillon de découvrir des manchots. Tout le monde s'est demandé pourquoi il y avait des manchots à Monaco. Et nous, c'était la question que l'on espérait. On rebondissait clairement en disant, bien voilà, à Monaco, il y a aussi un centre scientifique qui fait de belles choses, qui fait des études en Antarctique, en envoyant ces robots manchots pour s'intégrer dans les colonies et pour mesurer les différences de hauteur de glacier et voir quelles étaient les incidences sur le changement climatique. Et d'interpeller par la mise en évidence de ces manchots, je pense que ça a été une réussite. Alors l'heure est aujourd'hui au bilan. Quels sont les temps forts à retenir de la présence du pavillon de Monaco à Dubaï? Les temps forts, bien sûr, en tout premier lieu, c'est la journée nationale. Nous avons eu la chance d'avoir le prince souverain, sa sœur, la princesse Stéphanie, et puis une grosse délégation du gouvernement princier qui est venue à Dubaï. Nous avons reçu beaucoup d'autorités ce jour-là, d'autorités dubaïotes, bien évidemment, qui ont pu découvrir un spectacle culturel de toute beauté. Les ballets de Monte-Carlo ont fait sensation. Voilà, c'est quand même la journée qui a été la plus marquante durant l'expo. Mais à titre personnel, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intervention de tout le gouvernement. Tous les conseillers de gouvernement sont venus au pavillon, le ministre de la Justice est venu au pavillon. Donc au niveau d'État à État, il y a des contacts qui ont été pris, il y aura certainement des suites, je n'en doute pas. Au niveau de la santé, il y a des accords qui ont été passés avec l'hôpital militaire d'Abu Dhabi, par exemple, qui délivre les bons de prise en charge pour les Dubaïotes. Donc ils pourront désormais venir se faire opérer par exemple au centre cardio-thoracique. Voilà, ce ne sera pas qu'un passage éphémère de 6 mois, il va y avoir des conséquences au niveau étatique pour cette exposition universelle. C'est ça qui fait la force d'une exposition universelle aussi, Albert Croesi? Je pense, au-delà du grand public, il faut que les pays qui sont présents aujourd'hui mettent à profit pour établir des contacts, pour nouer des contacts, et puis pour s'ouvrir un petit peu à l'international, pour venir voir ce qui se fait ailleurs. Comparer, c'est pas toujours bon, mais on peut s'inspirer, on peut prendre des idées, essayer par la suite de les appliquer chez nous. Donc je pense que c'est très positif quand l'entité gouvernementale, on va dire, prend tous ses contacts ici à Dubaï. Alors la clôture de cette exposition universelle est aussi l'occasion de souligner le travail de vos équipes sur place qui auront vécu à vos côtés cette belle aventure aux Émirats. Avant d'en parler, je vous propose de découvrir le reportage de Bastien Bory et on se retrouve juste après, Albert. Un bonjour qui sonne comme un au revoir.
Ici à l'image, au cœur de l'Expo universelle de Dubaï, quelques-uns des derniers visiteurs du pavillon Monaco, qui en aura attiré plus d'1 million en 6 mois. L'occasion de faire un point sur la mission pédagogique des guides monégasques. On a toutes ces stations dans le pavillon de Monaco qui nous permet de leur expliquer que Monaco, c'est pas que le casino, la Formule 1, voilà, qu'on a plusieurs facettes, plusieurs aspects de Monaco, donc l'aspect scientifique, sportif, voilà, des projets d'urbanisation, tout ça. Au total, 57 événements ont été organisés, mêlant délégations monégasques, émiraties et internationales. 1500 experts et officiels de plusieurs pays ont manifesté leur intérêt en se rendant au pavillon Monaco et dans son café de Paris. Les clients ils étaient très curieux, ils avaient du mal à prononcer le nom, mais on leur expliquait que c'était comme un ravioli frit, farci, bon, normalement blette, mais ici c'était épinards, du parmesan, de l'ail avec d'autres ingrédients et ils appréciaient beaucoup. On a beaucoup de gens qui revenaient, qui en recommandaient, ils savaient très bien que là ils pouvaient venir manger le petit cornet de Barbadjan, ils étaient contents de revenir et d'en prendre. Sur les réseaux sociaux, 1200 photos ont été publiées sur Instagram où le compte du pavillon a généré plus de 5000 abonnés. On a eu une communauté de gens qui étaient venus ici, donc internationaux, et qui adoraient ce qu'on fait et qui repostent, qui repartagent. Et à Monaco aussi, on a des personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et donc ça fait plaisir. Ils ont pu voir ce qui se passait à travers de l'image, du texte et au quotidien. Donc je pense que le défi, il est réussi. L'exposition universelle de Dubaï, initialement promise à l'échec en période de pandémie, a finalement atteint son objectif de dépasser la barre des 20 millions de visiteurs. Prochain rendez-vous, l'Expo universelle d'Osaka, au Japon, en 2025. Le compte à rebours est lancé. Albert Croesi, on sent qu'il régnait une très belle ambiance dans cette équipe avec la volonté de faire briller tous les atouts de Monaco. Oui, ce n'est pas pour rien que je les ai appelés très souvent mes ambassadeurs, mes petits ambassadeurs, parce qu'ils ont toujours été à l'écoute du public, très disponibles, très engagés, très souriants. Ils sont connus bien sûr sur le site de l'Expo par les autres pavillons, parce qu'ils ont marqué les allées de l'Expo, je peux le dire comme ça, et puis aussi avec toutes les personnes qui sont venues. Ils étaient à Monaco, ils étaient chez eux, ils ont parlé de chez eux avec beaucoup d'enthousiasme et je crois que tous ont vécu 6 mois extraordinaires. Ça restera dans leur mémoire, je pense, assez longtemps. Je suis très satisfait de leur attitude. Ils ont été engagés du premier au dernier jour. Ils ont tous très bien vécu cette période et je suis ravi de l'expérience. Parlons de l'avenir à présent, Albert Croesi. Que deviendra tout d'abord le site de l'Expo de Dubaï ? Je pense que le site de l'Expo de Dubaï va devenir un nouveau quartier de Dubaï, une smart city très vraisemblablement. J'entends parler d'un grand hôtel qui va prendre place, de certaines banques qui vont s'installer sur le site de l'Expo. Donc je pense que c'est un nouveau quartier qui va voir le jour. Et concernant le pavillon de Monaco, vous êtes déjà tourné vers la prochaine exposition ? Oui, nous sommes tournés vers la prochaine exposition. On va pouvoir récupérer de ce pavillon beaucoup d'éléments de mobilier que nous avions mis en place ici. Ça va reprendre la route de Monaco et ça sera transporté par la suite à Osaka. Malheureusement, notre pavillon va être déposé. Nous allons essayer de récupérer une deuxième vie à beaucoup d'éléments, par exemple les panneaux photovoltaïques, grâce à la SMEG, à M. Bataglione, à M. Pellacchi. Ces panneaux photovoltaïques auront une deuxième vie, mais c'est bien dommage, nous ne pourrons pas tout récupérer et effectivement le pavillon de Monaco va être déposé. On restera tout de même attentif sur cette prochaine exposition qui aura lieu donc à Osaka, au Japon, en 2025. Merci infiniment Albert Croesi d'avoir été avec nous depuis Dubaï. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour en principauté, le congrès médecine esthétique et anti-âge se déroule jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Une édition particulière puisqu'elle célèbre ses 20 ans, l'occasion de mettre l'accent sur l'évolution des différentes techniques dans ce domaine. Sandrine Nègre et Olivier Bonello se sont rendus sur place. La peau, les yeux, le visage de manière générale, les cheveux, les cuisses, le ventre, la poitrine, ici notre corps tout entier est à l'honneur. Au fil des années, ce rendez-vous est devenu incontournable auprès des professionnels mais aussi du public, curieux de connaître les dernières techniques de pointe en la matière. Pour les 20 ans de ce congrès, premier constat sans appel, la médecine esthétique et anti-âge intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Nous, on a commencé il y a plus de 20 ans. C'était vraiment les prémices de la médecine esthétique. Avant, il y avait surtout la chirurgie esthétique. Et puis sont arrivés des produits sur le marché, comme la toxine botulique, et puis les premiers injectables et les lasers, qui ont permis de faire des traitements beaucoup moins invasifs, qui avaient un effet réel sur le rajeunissement.
ce qui a permis réellement de booster l'intérêt. Donc plus en plus de praticiens se sont intéressés à cette pratique, plus en plus de demandes de la part du public. Quasiment tout le monde peut y avoir accès. L'évolution du marché a fait que c'est de plus en plus, on va dire, compétitif. Donc presque tout un chacun peut avoir un petit traitement. Et ainsi, au Grimaldi Forum, les appareils, les présentations virtuelles, les différents produits sont présentés par une soixantaine de pays. Il existe d'ailleurs du Made in Monaco dans ce domaine. Ici, c'est un congrès de médecine esthétique et donc on présente les équipements qui vont dans le domaine médical. Et on fabrique des appareils qui s'occupent en général des traitements soit du visage. Quand on parle de visage, on parle de anti-age. Quand on parle du corps, on parle d'amincissement d'une manière particulière, de tonification ou de modélage. Ce salon, c'est parmi les salons les plus importants au monde. Il y a un salon à Paris et il y a le salon à Monaco. Sûrement le salon de Paris et le salon de Monaco sont les deux les plus importants au monde. Et aujourd'hui, une chose est sûre, la médecine esthétique et anti-âge concerne toutes les parties du corps, y compris les parties intimes. Surprenant. Et pour être encore plus complet dans ce vaste thème de l'esthétique et de l'anti-âge, rejoignons le docteur Enrica Segond-Roméo, chirurgien esthétique. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vient de le voir dans ce reportage de Sandrine Nègre, 20 ans d'innovation dans le domaine de la médecine esthétique et anti-âge. Les avancées ont vraiment été considérables. J'aimerais dire que les avancées majeures ont été surtout dans la démarche, dans l'approche des patients, de leurs problèmes. Quand je vois l'évolution, par exemple, dans les techniques d'injection qui ont beaucoup évolué, mais ils ont évolué, bien sûr, grâce aux laboratoires qui ont su créer des produits injectables qui sont plus particulièrement ciblés selon les zones injectées. On n'a pas qu'un seul acide hyaluronique aujourd'hui, mais on a différents produits qui viennent à combler tous les problèmes et toutes les techniques dont on a besoin pour harmoniser un visage. Aujourd'hui, quand on a des patients qui viennent par exemple pour l'injection d'une ride, on n'injecte plus la ride, mais on injecte des petits points clés qui harmonisent un visage et qui règlent le problème en laissant un visage naturel. Justement, quelle est généralement la demande de vos patients? Quelles sont leurs attentes? On peut dire qu'il y a deux classes de patients. Il y a des jeunes patients qui demandent vraiment des modifications. Quand il y a des jeunes filles qui viennent, ils demandent une augmentation des lèvres, une rhinoplastie, une augmentation mammaire. Moi, je fais de la chirurgie. Et après, il y a une augmentation d'une patientèle des femmes jeunes, entre 30, 40, 50 ans, qui demandent une amélioration de leur apparence, mais pas une modification. Ils veulent même presque plus être plus belles, mais leur demande c'est je veux un visage dynamique, naturel, qui est en conformité avec leur psychologie, leur manière de se sentir. Il y a des actes qui sont plus demandés que d'autres? Je pense qu'en médecine esthétique, on a toujours les injections. En fait, le remplacement des volumes qu'on perd pendant notre vieillissement, mais aussi les fils tenseurs. Avant, on avait des séances d'injection, on volumisait un visage pour le détendre. Aujourd'hui, on préfère mettre des petits fils tenseurs et replacer ces volumes de manière douce et en laissant un résultat beaucoup plus naturel. On sent, docteur, que la chirurgie esthétique est devenue de plus en plus accessible. Vous l'avez dit, elle est moins invasive également. C'est une tendance que vous constatez également? Aujourd'hui, on peut mettre des prothèses mammaires avec des toutes petites incisions. On peut les combiner avec les injections de graisse pour un résultat plus naturel. On a, grâce au laboratoire, des nouvelles prothèses qu'on appelle ergonomiques qui bougent comme une glande mammaire, sans avoir recours à des prothèses anatomiques comme il y a quelques années. On fait des liftings très soft, très doux, avec des petites cicatrices, sans aller trop dans les plans profonds. Parce qu'on peut aujourd'hui les combiner à des actes de médecine esthétique qui ont rendu la chirurgie plus légère. Et c'est devenu de moins en moins tabou, hein? Oui, c'est devenu de moins en moins tabou. Et, il faut dire aussi que les social media, il y a un boom
sur Instagram, toutes les filles, elles se font des selfies. Elles veulent, parfois il y a des dérives, elles veulent rassembler un peu à leur avatar. Donc il y a eu des demandes un peu, les Foxy Eyes, les visages triangulaires demandés par les Coréennes qui voulaient rassembler d'ailleurs à leur avatar. Donc voilà, il faut faire un peu attention, mais il faut quand même suivre de près ces changements. Oui, parce qu'il faut le rappeler que c'est un choix important et personnel qu'il ne faut pas prendre à la légère. Là aussi est tout votre rôle. Bien sûr, voilà. Mais moi j'adore, je prends le temps justement de discuter avec mes patients, je les laisse parler, je les laisse bouger. J'essaie de comprendre leur personnalité et tout ça et d'adapter les traitements à leurs demandes parce qu'on peut les rendre heureuses avec des petites choses qui lui laissaient leur naturel. Eh bien, merci beaucoup Enrica Segon-Roméo d'avoir été avec nous ce soir à l'occasion du congrès de médecine esthétique et anti-âge. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. On débute avec la signature d'un accord cadre de coopération entre Monaco et Madagascar. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. À l'occasion de sa visite en République malgache, Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération, a signé ce lundi 28 mars le premier accord cadre de coopération entre les deux États. Le gouvernement princier soutient en effet Madagascar depuis une vingtaine d'années en appuyant des projets dans les domaines de l'accès au travail décent, de l'éducation, de la protection de l'enfance, de la sécurité alimentaire ou encore de la santé. Depuis 2009, plus de 20 millions d'euros, Émilie, d'aide publique au développement ont ainsi été alloués par Monaco. Dans un tout autre domaine, Julia, vous teniez à nous parler de cet événement dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables qui aura lieu du 27 au 29 avril prochain en Principauté. L'événement s'intitule Émilie Ever Monaco et ce matin s'est tenue sa conférence de presse de présentation, l'occasion d'échanger autour de thématiques clés telles que la mobilité durable avec les deux roues, la voiture individuelle, mais aussi avec les transports collectifs et industriels. La manifestation s'adresse également aux énergéticiens, aux acteurs de l'habitat durable et à toutes les entreprises qui participent à l'élaboration d'un futur décarboné. Des expositions, des tables rondes et des villages start-up permettront de mieux approfondir les évolutions en matière d'énergie renouvelable. Rendez-vous donc, Émilie, à partir du 27 avril à l'espace Fontvieille de Monaco. Et puis un mot de tennis, Monaco connaît son futur adversaire en Coupe Davis. Après sa victoire début mars face au Maroc, l'équipe monégasque a en effet rejoint le World Group 2 de la Coupe Davis. Les prochains matchs se joueront en septembre 2022 et Monaco va affronter le Liban. La Principauté devra d'ailleurs se déplacer lors de cette confrontation. Des échanges, Émilie, qui s'annoncent d'ores et déjà serrés puisque les Libanais posséderaient un niveau égal à nos Monégasques. On reste dans le sport avec du ski alpin. La station d'Oron accueille depuis le 23 mars les championnats de France de ski. On rejoint sur place Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Dernière journée de compétition aujourd'hui avec 2 courses au programme. Bonsoir Émilie, effectivement ces championnats de France se sont terminés ce matin par l'épreuve reine, la descente homme suivie d'une deuxième course, le championnat de Monaco de descente sur la même piste. 2 courses relevées avec sur la ligne de départ plusieurs membres de l'équipe de France présents sur le circuit Coupe du Monde comme Mathieu Bellé, 27e de la dernière descente olympique à Pékin, Nils Allègre ou encore Cyprien Sarrazin. 2 Monégasques étaient aussi au départ, Arnaud Alessandria qui reste sur de très bons Jeux olympiques et le jeune Younes Terbesh qui poursuit son apprentissage. Je vous propose de regarder comment cela s'est passé pour eux. La météo mercredi ne poussait pas à l'optimisme, mais le soleil s'est levé pour la dernière journée de compétition et les 2 descentes prévues jeudi à Oron. Un départ donné en haut de la station à 2400 mètres d'altitude pour une arrivée à 1900 mètres, moins d'1 minute d'effort pour les 51 coureurs engagés sur cette descente raccourcie des championnats de France. Vainqueur en 2019, déjà sur cette piste d'Oron, Maxence Musaton décroche un 2e titre de champion de France sur la descente. Le skieur de La Plagne s'impose en 57 secondes 47. Mathieu Bellé termine 2e, 1 centième devant Cyprien Sarrazin. C'est super, voilà, on a joué un peu de malchance les derniers jours au niveau de la météo. Heureusement, on a réussi à sortir un entraînement correct hier qui nous a permis aujourd'hui de sortir les championnats de France et les championnats de Monaco dans des conditions qui étaient quand même vraiment bonnes. Alors on n'est pas allé jusqu'en bas, c'est un peu dommage, mais les conditions étaient top. Du coup,
Voilà, c'était une bonne journée pour s'exprimer et je suis content de clôturer ma saison de descente par un titre. Arnaud Alessandria termine 18e de cette première descente, à 1 seconde 76 du vainqueur, avant de prendre la 22e place au scratch de la deuxième course, décrochant ainsi le titre de champion de Monaco, malgré un virus contracté en Norvège qui l'a bien affaibli. C'est toujours cool, c'est toujours un titre, c'est toujours bon à prendre. Et j'espère que derrière les jeunes ça va arriver et qu'il y aura un peu de la baston pour le titre les prochaines années. Pour parler des sensations, voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce virus et tu nous le disais avant, c'était compliqué physiquement, notamment au milieu. Ouais, au bout de 30 secondes de course, je sature un peu physiquement. Donc il va falloir que j'aille faire peut-être des prises de sang ou des tests, voir ce que c'est, parce que ça fait un mois que ça traîne et ça fait un peu long. Ouais. Un deuxième monégasque a participé à ces deux descentes, le jeune Younes Terbesh, né en 2005, qui est venu prendre de l'expérience pour sa première année en FIS. Assez content de ma performance. Je suis deuxième monégasque, donc vice-champion de Monaco. Donc c'est mon premier podium de la saison et assez content et on verra ce qui se passe sur la suite. Et sinon, très bonnes conditions. Younes, il est avec nous depuis cette année. C'est un jeune 2005, donc c'est la première année qu'il court en FIS. Et c'est l'une de ses premières descentes en compétition. Donc à moins de 5 secondes de la gagne aujourd'hui, vraiment une très belle performance. On est vraiment surpris. Un bon engagement. Intéressant, très intéressant. Et demain midi, si le temps le permet, cela devrait être le cas ici à Oron. Une dernière course est prévue avec les championnats de Monaco de Super G. On retrouve Julia Vielle pour un nouveau point sur l'info à Monaco. La 19e édition du Monte Carlo Film Festival aura lieu du 25 au 30 avril prochain et les organisateurs ont dévoilé le nom du président du jury. Il s'agit de Paul Haggis. Le réalisateur et scénariste canadien, 2 fois oscarisé, sera en effet à la tête du jury de la 19e édition du festival de comédie. Il succède notamment à Claude Lelouch ou encore à Raoul Bova. Cette année, le festival ouvrira encore une section dédiée au court-métrage avec le Short Comedy Award. Le public peut d'ailleurs d'ores et déjà, Émilie, s'inscrire pour assister aux projections via la plateforme Film Freeaway. Quel est le programme, Julia, pour le dernier week-end du Festival Printemps des Arts? Après bientôt 40 ans d'existence, le Printemps des Arts de Monte-Carlo continue de se renouveler tout en restant fidèle aux valeurs qui font du festival un rendez-vous, Émilie, exceptionnel dans le paysage musical international. Pour ce dernier week-end, rendez-vous ce vendredi à 20h avec le collectif Xenakis. La salle Garnier de l'Opéra va gronder incontestablement au rythme des percussions et des rebonds. Le samedi 2 avril au Yacht Club de Monaco à 20h également, Sofia Burgos et Daniel Gerzenberg se produiront lors d'une heure de concert. Dimanche, pour la clôture du Printemps des Arts, Renaud Capuçon et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Adris Poga, se produiront à 15h à l'Auditorium Régnier 3. Un mot sur la dernière conférence du Monaco Press Club, Julia. Quelle en était la thématique? Les discussions du Monaco Press Club tournaient autour de la télévision, Émilie, et ce plus précisément sur la vocation d'un média de service public en 2022, avec des dirigeants de chaînes francophones. Curieux de tout, passionnés par l'info, le Monaco Press Club rassemble, je vous le rappelle, les médias et les professionnels de la communication. Et puis à l'occasion des fêtes de Pâques, des ateliers écoludiques pour enfants vont être organisés au parc Princesse Antoinette. La mairie de Monaco propose en effet ces ateliers pour enfants de 6 à 10 ans. Le rendez-vous est donné le mercredi 6 avril à la salle polyvalente à Fabrica. Elle se situe au niveau de l'entrée supérieure du parc Princesse Antoinette. L'activité, Émilie, s'appelle Mon petit panier de Pâques recyclé. Elle est gratuite sur inscription préalable auprès de l'association Les Petits Écoliers de Monaco. L'occasion de sensibiliser les plus petits au recyclage. Merci Julien, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Mais avant cela, un chiffre, 50 000. C'est le nombre de personnes par an qui sont victimes d'arrêts cardio-respiratoires en France. Apprendre les gestes de premier secours permettent de répondre à une situation d'urgence. Le diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 est accessible à tous. La Principauté est l'un des rares pays à le proposer gratuitement par l'intermédiaire de la Croix-Rouge monégasque. C'est tout l'objet de notre Focus Info ce soir. Il est signé Alexandra Pani, Sylvain Péroumal, Thomas Deus et Alexandra Marangoni.
Quelques minutes suffisent à changer la donne. Lors d'un arrêt cardio-respiratoire, chaque seconde compte et la pratique des gestes de premier secours est déterminante. 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant témoins, mais moins de 20% d'eux pratiquent ces gestes qui sauvent. La formation auprès du grand public est un atout essentiel pour les secours qui arriveront sur place. Il y a des temps qui sont incompressibles et il y a toujours quelques minutes entre le moment où l'événement arrive et où les sapeurs-pompiers vont arriver sur les lieux. Et c'est ce temps-là qui est important de disposer d'un ensemble de personnes formées au premier secours qui pourront, je dirais, faire les premiers gestes en attendant l'arrivée des secours. Et on le voit avec quelqu'un qui est formé rapidement, il va garder déjà son sang-froid, il va être clair dans ses propos, il va nous décrire correctement la situation. Et pour nous, ça sera autant de temps de gagner sur la prise d'information pour engager correctement les secours. J'ai trouvé un défibrillateur aussi. 700 000 morts par an en Europe sont recensés. 80% des arrêts cardio-respiratoires se passent à l'extérieur d'un hôpital. Selon une étude européenne, le taux de survie à un arrêt cardiaque est évalué à moins de 5%. La règle des 5 minutes pour agir s'applique. Le cerveau souffre très rapidement dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire. Il n'est pas alimenté en oxygène car le sang ne circule plus. Les lésions cérébrales peuvent être irréversibles après 5 minutes. On a des termes qu'on utilise dans le milieu médical de no flow, de low flow, c'est justement par rapport à l'irrigation et à l'oxygénation. Et on sait qu'il faut vraiment minimiser le temps où il n'y a plus d'oxygénation. Donc on voit une différence malheureusement quand il y a un patient qui n'a pas été pris en charge par la suite, le pronostic est mauvais malheureusement. Donc il faut vraiment insister sur le fait d'essayer de faire des choses et vraiment d'essayer même si on a peur, il faut le faire parce qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre, une notion importante qui permet souvent aux témoins de passer l'appréhension de mal faire. Dans le cas d'un arrêt cardio-respiratoire, il vaut mieux tenter un massage cardiaque que d'attendre immobile les secours. En arrivant, je me rends compte que la situation est grave. Une personne est au sol avec du monde autour, la personne est inconsciente, elle respire. Mais tout à coup, la personne passe en arrêt cardio-respiratoire et les choses s'aggravent à ce moment-là. Christelle venait, elle, d'effectuer son recyclage, c'est-à-dire une mise à jour de sa formation au premier secours, lorsque ce 23 décembre, elle a été confrontée à une victime d'un arrêt cardio-respiratoire en pleine rue, en bas de son lieu de travail. Je n'aurais jamais pu trouver les ressources en moi ou l'énergie pour prodiguer les gestes de premier secours sans la Croix-Rouge. Donc si j'avais juste un message à passer, c'est n'hésitez pas à aller vous faire former et surtout d'aller recycler votre formation puisqu'on oublie. Et sans ce recyclage, la journée du 23 décembre n'aurait pas été la même. Un joli conte de Noël cette fois-ci qui prouve que chacun d'entre nous peut être confronté à cette situation, dans la rue, la sphère professionnelle mais aussi familiale. De bonnes connaissances sont alors indispensables et la Principauté est l'un des rares pays à proposer gratuitement cette formation. C'est ma mère qui avait vraiment insisté pour qu'il y ait ces formations gratuites pour toutes les personnes qui non seulement vivent, mais qui viennent travailler en Principauté, qui fréquentent souvent la Principauté. Et je crois qu'elle avait absolument raison, parce que ce sont des gestes qui sauvent, mais c'est des formations qui sont rapidement assimilées, et rapidement assimilables par tous les âges. C'est pour ça que j'ai insisté aussi pour continuer cette gratuité de formation. Et je pense qu'on est une des seules sociétés de Croix-Rouge qui propose des formations gratuites. Immédiatement, 1, 2, 3. Commencer les compressions. En 2005, la Principauté était précurseur dans le déploiement d'appareils défibrillateurs grand public. Faciles d'utilisation, on les retrouve en plusieurs points sur le territoire monégasque. Véritable enjeu de santé publique. Le diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 certifie l'aptitude d'une personne à effectuer les premiers gestes qui sauvent. À Monaco, la formation PSC1 se déroule sur 2 jours, dispensée par la Croix-Rouge monégasque et accessible dès 10 ans. Depuis quelques années, 100% des scolaires sont sensibilisés à ces gestes de premier secours, avec une première approche au collège pour les 5e, et puis on refait un rappel un peu plus approfondi pour les lycéens en seconde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 4-5 ans à peu près, et on veut que 100% des enfants scolarisés en Principauté soient formés à ces premiers gestes, savoir comment réagir. Et puis, bien évidemment, on essaye que la plus large proportion de la population, dans sa sphère privée ou dans la sphère professionnelle, soit également formée. Un certificat de compétence reconnu par l'État est délivré aux participants, mais il est important de rappeler qu'une mise à niveau tous les 3-4 ans est nécessaire. C'est très très important que tout le monde puisse se former. C'est accessible à tous et c'est offert à tous les âges. Et puis parce que non seulement ça peut sauver les vies,
mais ça peut sauver votre vie. La formation au geste de premier secours est l'affaire de tous, un véritable geste citoyen. Ce Focus Info vous a incité à vous former aux gestes de premier secours. Eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Croix-Rouge monégasque, rubrique formation secouriste pour plus de renseignements. Et certains de ceux qui ont passé leur diplôme de secourisme ont d'ailleurs été mis à l'honneur hier en présence du prince Albert II. Quelques chiffres pour illustrer l'année 2021. 2480 personnes ont été sensibilisées, initiées, formées ou recyclés à travers 310 formations. Ce chiffre concerne aussi bien des collégiens que des adultes. Les noms des lauréats du Red Touch Challenge ont également été dévoilés. Ce concours visait à aider les jeunes de 16 à 30 ans souhaitant développer un projet social ou solidaire en principauté. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il pour demain, 1er avril, Julia ? Il y aura pour débuter cette journée, Émilie, un soleil plutôt timide en principauté, mais pas de panique, il se fera plus généreux tout au long de la journée avec de belles éclaircies. Les températures seront-elles comprises entre 8 et 14 degrés. Demain, nous célébrerons les Hugues, mais n'oubliez pas, lors du 1er avril, nombreux sont à tenter de faire quelques farces. Soyez prudents. Avis aux farceurs. Donc merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec l'icône miraculeuse la plus importante de l'église orthodoxe en visite à Monaco. Il s'agit d'une grande relique révélée au XIIIe siècle. Photo signée ce soir à Stéphane Dana. À demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.